Vous pouvez commencer un petit peu. Bonjour à tout le monde. Donc, je laisse très rapidement la parole au professeur Étienne Cavaignac, qui va débattre du sujet une PTG douloureuse. C'est sûr que si elle est douloureuse, elle ne remplit pas le contrat que le patient vient chercher en disant docteur, j'ai mal à mon genou, il ne me tient pas, il est raide. Et Étienne va nous, nous, nous discuter de ce problème toujours un petit peu difficile du patient qui est un petit peu mécontent de son résultat. Étienne, tu as la parole. Merci pour l'introduction. Donc, on va discuter de la prise en charge des PTG douloureuses. Alors, volontairement, aujourd'hui, je vais parler que de l'aspect diagnostic et examen paraclinique. Comme ça, moi, l'année prochaine, en cours de desk, je vous traiterai de la partie technique chirurgicale en fonction de différentes indications. En premier lieu, une prothèse de genou a un triple objectif: indolence, fonction et autonomie complète. Ne pas remplir ce cahier des charges, c'est-à-dire ne pas remplir l'ensemble des trois, peut être considéré comme un échec et le patient sera déçu. Il faut donc bien comprendre ces trois points-là: l'indolence, la douleur, la fonction, qui n'est pas que les mobilités articulaires, qui est la fonction de manière globale, et l'autonomie, c'est-à-dire à quel point on a pu redonner au patient une capacité fonctionnelle pour arriver à se déplacer. On voit dans ce papier publié dans l'OTSR en 2013 que l'indolence est un phénomène qui est lent à obtenir. Seulement la moitié des patients à 1 mois, 80% à 6 mois et 80-90% à 1 an. Par contre, 50% des patients rapportent des douleurs à 10 ans de la PTG, qui ne sont pas forcément régulières, mais des épisodes douloureux qu'ils peuvent ressentir. Dans un certain nombre de cas, le patient est alors insatisfait et il faut savoir analyser ce genre de choses. Il est important de comprendre qu'il y a un cercle vicieux autour du problème d'une prothèse qui va mal. Soit il y a vraiment un problème local ou régional qui crée une rupture de l'homéostasie locale, ce qui va entraîner douleur, raideur, ce qui va entraîner un phénomène d'exclusion cérébrale qui va modifier la réaction tissulaire autour de la prothèse, qui va auto-entretenir une rupture de l'homéostasie, puis une douleur, puis l'exclusion cérébrale. Vous voyez que le phénomène s'auto-entretient. L'objet de ce topo aujourd'hui, c'est de cibler ce problème local ou régional et de comprendre ce qu'il est et comment arriver à le vaincre pour ne pas rentrer dans ce cercle vicieux qui va entraîner une prothèse qui va mal et qui va tout aller de plus en plus mal. Le plan aujourd'hui, il est classique, le diagnostic potentiel, un bilan étiologique standard, les grands tableaux et quelques messages à retenir pour essayer d'avoir les idées le plus claires possible. En premier lieu, il faut se demander si le problème vient vraiment du genou. Et ça, c'est pas un point qui doit être abordé que dans les topos, c'est vraiment la vraie vie. Il faut être sûr que le problème ne vient pas de la hanche, ne vient pas du rachis, ne vient pas de la cheville. Et c'est pas fréquent, mais relativement fréquent. Vous voyez, un dossier qui commence par une ménisectomie, puis après on fait une prothèse totale de genou, qui va être repris ensuite par une prothèse plus importante devant des douleurs résiduelles, et qui a une radio du bassin comme ceci. Ça, c'est des problèmes qui ne sont pas peu fréquents. On voit assez souvent des prothèses de genou pour lesquelles on n'a aucun diagnostic particulier pour expliquer la symptomatologie douloureuse, qui n'ont jamais eu de radio du bassin et qui ont des problèmes de hanche. Ça, c'est assez difficile à expliquer aux patients. C'est le problème qui est complètement lié à notre hyperspécialisation. Et dans ces cas-là, comme dans tous les cas, vous me direz, mais il faut vraiment rester confraternel. Ne jamais oublier que si une erreur a été commise, c'est qu'il est possible de la commettre et qu'on peut nous aussi être mis dans ce genre de situation. Les autres causes extrinsèques qui sont fréquentes, c'est le problème des péritendinites et tendinopathies. Ça, c'est cher à Philippe Chiron, les bursites, le problème de la patte-doigt, le tendon quadricipital, le ligament patellaire. Voilà, une prothèse qui a mal au niveau du patotibial en médial, il faut être sûr que ce ne soit pas une tendinite de la patte-doigt qui puisse expliquer la symptomatologie, qui, elle, va nécessiter un traitement qui sera probablement non chirurgical pour arriver à avoir une indolence complète. Et en dernier lieu, quand vraiment on n'a rien trouvé d'autre, on peut se permettre d'évoquer les désordres psychologiques, les désordres psychiatriques ou l'algodystrophie. C'est pour moi des diagnostics d'élimination. C'est trop facile à évoquer d'emblée, dire une prothèse qui a mal, c'est l'algodystrophie. Ça, c'est trop compliqué, trop simple comme raisonnement. Donc il faut savoir pousser le bilan étiologique et le bilan diagnostique le plus loin possible pour éviter de tomber dans cet écueil-là. Et c'est un diagnostic qui doit être retenu à la fin. Et l'algodystrophie, je rappelle, a des critères très précis pour lesquels on ne peut pas l'apporter sur simplement une douleur.
Les causes intrinsèques, on va les détailler un peu plus loin, mais je vous les livre déjà ici. Première cause à évoquer, l'infection. Deuxième cause, le décèlement. Troisièmement, toujours pour chercher les problèmes avec l'appareil extenseur, qui sont souvent, ce qui passe un peu inaperçu, on se concentre sur le reste et un peu moins sur l'appareil extenseur. Le problème du surdimensionnement des implants, je vous montrerai comment on mesure ça. Les conflits, notamment avec les corticales. Les problèmes de raideur et bien sûr quand on a l'ensemble des facteurs qui vont papillon. Quel va être le bilan étiologique, disons, de base avant de réaliser, afin de pouvoir tomber dans tous ces tableaux? La douleur, c'est un symptôme. Donc, il faut savoir faire un diagnostic étiologique. Ce diagnostic étiologique, il va reposer sur l'analyse de dossier qu'on aura là et sur l'épidémiologie des causes de problèmes liés aux prothèses de genou. Gardez en tête, je crois que c'est un papier je reviens en arrière, un papier du corps de 2020 qui représente les pourcentages à l'épidémiologie des douleurs après prothèse de genou. Première cause, l'infection. Deuxième cause, décèlement mécanique. Puis luxation, fracture d'implant. Ça, je pense que c'est des causes qui sont plutôt anciennes. Fracture périprothétique, qu'on voit de plus en plus. On voit de plus en plus qu'on a des prothèses à des gens de plus en plus jeunes. Ostéolyse périprothétique, usure du polyéthylène. Et dans 15% des cas, des causes autres, des causes indéterminées. Il faut être le plus objectif et le plus systématique possible, garder toujours le même plan et surtout avoir des examens complémentaires en nombre suffisant pour pouvoir analyser tous les problèmes. Savoir garder de l'empathie, c'est souvent des histoires longues. C'est souvent des patients dont vous n'êtes pas le premier chirurgien. C'est toujours un peu particulier d'aller gérer ça derrière. Le patient n'y est pour rien. Il faut essayer d'être le plus empathique possible et d'analyser de manière plus objective la situation à laquelle on est confronté. Le diagnostic va reposer sur des arguments cliniques, radiologiques et bactériologiques, là, rien de neuf. Un point qui est pour moi essentiel, c'est de savoir comment est le patient avant. Parce que souvent, une grande partie du problème de l'insatisfaction après les prothèses de genoux vient du fait que le patient s'imaginait avoir un résultat qui serait bien plus important que ce qu'il a pour de vrai. Et c'est d'autant plus vrai que la fonction avant la prothèse n'était pas si mal. Quelqu'un qui va très très mal, il ne pourra qu'être amélioré. Quelqu'un qui va globalement bien, c'est difficile qu'il aille mieux. Donc il faut savoir qu'est-ce qui s'était passé avant, quelles étaient les attentes du patient. Est-ce qu'on a fait une prothèse parce qu'on voulait reprendre une activité sportive ou est-ce qu'on a fait une prothèse parce qu'on voulait aller juste chez le boulanger acheter son pelle? Ce sont des problématiques différentes. L'âge est un facteur de mauvais pronostic, 60 inférieur à 60 ans, et le BMI, et je vais y revenir à la fin du topo sur la notion du surpoids. Il faut caractériser la douleur, ça c'est très important. Est-ce qu'elle est identique à ce qu'elle était avant la prothèse? Est-ce qu'elle est de la même intensité? Le type de douleur, notamment les douleurs neuropathiques, notamment les douleurs en regard des cicatrices et des douleurs de névrones, qui sont relativement fréquentes et pour lesquelles qui passent souvent inaperçues avec des bilans radiologiques qui sont tous normaux et des gens qui ont très mal en avant de la cicatrice en regard de névrome ou d'une atteinte neurologique. Il faut bien faire préciser où est la lésion et être vraiment très objectif et le plus neutre et prendre le plus de recul possible dans l'analyse. Ensuite, il va falloir rechercher s'il y a un épanchement. Ça, c'est quelque chose que le patient ne peut pas inventer. Donc un épanchement veut dire que le genou souffre, qu'il y a une inflammation chronique. Les mobilités doivent être mesurées en active et en passive. La capacité du quadriceps à jouer son rôle, que ce soit par le verrouillage ou par la course patellaire, doit être analysée. Et la stabilité et tous les plans d'espace, vous comprenez bien qu'une prothèse de genou comme le résultat que vous avez par droite, avec un récurvatum majeur, ne remplit pas sa fonction. De même, un flexum important, comme vous avez ici, va compromettre énormément la fonction du genou par défaut d'extension complète. Donc il va falloir savoir si le quadriceps se contracte ou non, et donc faire l'ensemble des mobilités en actif et en passif. La stabilité, ce qui est très important à comprendre, c'est le concept de l'instabilité à moyenne flexion. Vous voyez, une extension complète, on a une petite ouverture qui est tout à fait classique. Et à 30 degrés de flexion, on a une ouverture majeure au niveau du compartiment interne. C'est relativement classique dans un certain nombre de prothèses où vous avez un genou qui est serré en extension, disons stable en extension, et qui à partir de 30 degrés de flexion, il va y avoir une détente des ligaments,
une grosse ouverture en valgus et les patients le sentent, ça, notamment en valgus, notamment les gens qui marchent un peu en rotation externe, ils ont cette douleur au niveau du compartiment interne et cette sensation de claquement qui est très agréable. Donc la stabilité dans le plan frontal doit se chercher en extension complète, mais aussi en flexion à 15, 20 ou 30 degrés, pour pouvoir comprendre à quel moment la prothèse ouvre ou pas, comme vous voyez le cas ici. Parlons maintenant un peu du bilan radiologique, et je vais dire du bilan paraclinique de manière générale. Il faut toujours, et ce serait mieux qu'il aille à la consultation avec une radio du genou face profil, une télémétrie dans tous les cas, des clichés en stress, moi je fais de plus en plus fréquemment, un défilé fémoro-patellaire et au moins une CRP avec une numération sanguine. C'est pour moi l'examen de base avant la première consultation, et ensuite on verra de quoi on a besoin pour affiner. Le bilan radiographique, donc il faut des examens comparatifs, des clichés post-op immédiat et au suivant. Vous voyez, ça c'est une prothèse, un patient que j'ai opéré, il doit y avoir 4 ou 5 ans. Sur les premières radios post-opératoires, on peut noter un plateau tibial qui paraît très petit par rapport au tibia en entier, mais c'est la taille maximum qu'on avait là, c'est un tibia 7, qui progressivement a basculé en varus sur la dernière radio qu'on voit ici, avec un enfoncement par rapport à une ubiquité de l'intérieur, un enfoncement, une chambre de mobilité ici. Voilà, c'est important d'avoir toute la suite logique des événements pour voir comment a été posée la prothèse et comment elle évolue dans le temps. La radiographie, donc des clichés comparatifs en appui, va nous permettre de diagnostic positif, va nous permettre d'analyser l'orientation et la qualité de fixation des implants et l'usure du polyéthylène. Vous voyez ici une usure importante, une bascule en varus avec une chambre des lignes réactives et des signes de décèlement. Et là, je vous laisse prendre le temps de bien regarder cette radio. Vous voyez la quille du tibia est sortie de la corticale ici. Donc, un événement qui est fracture péropératoire qui peut expliquer une partie de la symptomatologie douloureuse chez cette patiente. Le décèlement du tibia, il va s'entraîner souvent une mobilisation du composant. Alors, en général, c'est une bascule antérieure et en varus ou que en varus. Les liserés, ils sont plutôt fréquents au niveau du carter fémoral, au niveau du plateau tibial en médial, c'est là qu'il y a le plus de contraintes. Il va falloir les rechercher ici, rechercher aussi des ostéolyses postérieures qu'on voit dans certains types de prothèses avec des contraintes très postérieures. Je n'ai pas d'exemple ici à vous montrer. On va donc chercher une chambre de mobilité. C'est ce qu'on voit ici. Vous voyez, pour les plus jeunes d'entre nous, la prothèse était mise comme ceci-là et elle a basculé en latéral. Vous voyez qu'il y a un écart qui s'est créé ici. Le composant fémoral est décellé, est parti sur le côté avec une réaction de la corticale ici. Pareil au niveau du tibia ici, avec une réaction d'apposition. On regarde des lignes de contrainte de la quille. Donc on a une modification des corticales, une modification du niveau d'interligne, et surtout une mise en place de son obliquité. On imagine bien que la prothèse n'a pas été posée dans cette position. De profil, on va regarder deux choses. On va regarder la rotule, la hauteur de la rotule, qui va nous permettre de voir si un geste va être nécessaire sur la tuberosité tibiale intérieure lors de la reprise. Et on va regarder l'offset postérieur, je vais y revenir après, qui est une notion importante, pour comprendre s'il y a un surdimensionnement ou pas de la prothèse. C'est la mesure entre la ligne corticale postérieure et le point le plus postérieur du condyle fémoral. Il faudra comparer pré-op, post-op pour savoir si on n'a pas trop agrandi l'offset postérieur, ce qui peut expliquer une déficit de flexion. Vous avez l'exemple ici, le pré-op, le post-op, sur une prothèse de genou qui a du mal à plier. Vous voyez, on a l'offset qui a quasiment gagné 50%, donc un genou qui, en flexion, va être trop serré, avec des ligaments qui vont être mis en tension, qui vont empêcher d'avoir des mobilités complètes, notamment en flexion complète. Si vous avez à votre disposition cliché en varus valgus, je pense que c'est très important pour rechercher l'usure du polyéthylène de laxité. Donc ça, c'est ce que j'avais appris à faire quand j'étais chez Johan Belmans à Louvain, où on faisait des clichés dynamiques avec scopie. Maintenant, nous, dans la région, on n'a pas de difficulté à avoir des clichés dynamiques dans les centres qui sont autour de chez nous pour voir le valgus forcé, le varus forcé, et chercher des laxités. Voilà des exemples ici. Vous voyez un polyéthylène qui est très usé. Quand on met des contraintes, on voit que ça s'ouvre énormément en varus et en valgus. Il n'y a plus d'épaisseur dans le polyéthylène. L'espace n'est plus comblé. Et donc une laxité ligamentaire qui est importante. Défilé fémoro-patellaire.
très important. Souvent, le problème dans les problèmes de genoux est lié à la rotule. On va rechercher quoi? Un centrage de la rotule. Vous voyez ici, on a une luxation des premiers degrés de flexion. Une bascule rotulienne ou une coupe qui est anormale, l'état du médaillon et puis des conflits externes, ça on y reviendra aussi tout à l'heure. La télémétrie, elle doit être en appui bipodal et en rotation neutre, qui va nous permettre de voir s'il y a des problèmes de position des implants, d'axe global, de possibilité de reprise avec l'utilisation de quilles qu'il va falloir planifier avant de commencer, parce que parfois on est surpris d'aller par les formes de fémur, par les formes de tibia. Mesurer l'importance de la déviation et mesurer la longueur du membre par rapport au côté contralatéral. Le scanner, j'ai envie de dire, il vient en 1 bis, quasiment en 1, même pas en deuxième intention, parce que dans tous les cas où on va être amené à faire une reprise, il nous faut des scanners avec des protocoles diminuant les artefacts métalliques, Mars, qui permet de faire le diagnostic positif, c'est-à-dire un décèlement. Vous voyez les lignes ici, la chambre de mobilité, le stock osseux, rechercher une fracture périprothétique et mesurer la rotation du carter fémoral par rapport à l'axe bipicondylien. Ici, vous avez un carter fémoral à rotation interne, ce qui entraîne des contraintes importantes au niveau de la rotule. Donc ça, c'est des choses qu'il faut mesurer de manière standard avant de vous lancer dans une révision, parce qu'on est souvent omnubilé par le problème des cales de rotation interne, rotation externe, du varus valgus, notamment au tibia. Mais il va falloir savoir corriger une rotation, et c'est parfois compliqué en péropératoire de savoir dans quel type de rotation on est, donc il faut le mesurer avant pour savoir d'où on va et comment on corrige. D'où on vient ou comment on corrige. Bilan biologique qui doit être systématique, VS, CRP. Normalement, une CRP doit être normale à 3 semaines, une prothèse de genou, une VS aussi doit être normale à 3 mois. Donc, si on n'a pas cet état-là, il faut s'interroger sur le problème d'une infection. Quand on n'a rien d'évident et qu'on suspecte les diagnostics dont je vous ai dit qu'ils avaient des diagnostics d'élimination, comme les problèmes psychologiques ou autres, moi je fais des scintigraphies couplées au technétium. Des scintigraphies couplées au scanner pour rechercher s'il y a un point vraiment problématique et ensuite pouvoir réanalyser le patient avec ça. Donc c'est vraiment un examen de débrouillage dans les cas où je n'ai pas de cause évidente et que je n'arrive pas à comprendre ce qui se passe. Examen non systématique, l'échographie, on va y revenir après, recherche d'un névrome sur la cicatrice d'un conflit à les parties molles et la recherche d'un Klux syndrome. Nous, on est très sensibilisés à ça dans le service parce qu'on a un radiologue qui fait ça de manière routinière dans le service de radiologie. Quelques mots de bactériologie. La ponction. Moi, je vais assez facilement à la ponction, notamment quand il y a un déclenchement intra-articulaire important. Très facilement à la ponction. Donc, je fais en zone saine avec des cultures adaptées. Je fais dans le SAS ALR au bloc opératoire pour être vraiment dans des zones, dans des conditions tout à fait satisfaisantes. Les grands tableaux, on va essayer de les détailler de manière progressive. L'infection, 2 le décèlement, 3 l'appareil extenseur, 4 le surdimensionnement, 5 le conflit, 6 la raideur, 7 la combinaison de l'ensemble des facteurs. L'infection, je ne vais pas m'attarder beaucoup, ça donne souvent lieu à des topos spécifiques. Elle peut être précoce, vraie ou potentielle, elle peut être secondaire par voie hématogène, elle peut être chronique. Globalement, tout de suite non classique après une chirurgie orthopédique doit faire suspecter une infection jusqu'à preuve du contraire. Parfois, le diagnostic il est évident. Quand la prothèse te regarde, globalement, c'est qu'elle est infectée. Il ne faut pas se poser trop de questions. Après, c'est un faisceau d'arguments qui doit être clinique et biologique, plus ou moins radiologique. Parfois, dans des cas chroniques, on a des arguments seulement sceptiques. Et la confirmation, c'est ponction, disons plutôt analyse bactériologique de manière adaptée, soit des ponctions, soit par des prélèvements péropératoires. La prise en charge, elle est codifiée pour l'infection précoce et de recommandation de l'HAS et pour les infections à distance. Il y a les réunions du CRIOAC qui sont faites pour discuter des prises en charge avec des changements en 1 temps ou 2 temps. Globalement, on fait, nous, dans le service, très fréquemment du 1 temps. On ne peut pas dire quasiment tout le temps du 1 temps. Deuxième point, le problème de la fixation du décèlement de l'usure. C'est la première cause de reprise hors septique. Le phénomène, tout est lié.
On a une usure du polyéthylène qui crée des débris de polyéthylène, qui vont créer des réactions macrophagiques, qui va créer une ostéolyse autour de l'implant. Cette ostéolyse va créer un décèlement et le phénomène va s'auto-entretenir. Plus ça va s'user, plus les contraintes vont se prendre, plus il va y avoir de l'usure et plus il va y avoir de décèlement. Là, vous avez un cas typique d'usure de polyéthylène postéro-médiale avec une réaction qui crée une bascule postérieure du plateau tibial. C'est quoi les facteurs qui vont entraîner un décèlement? Le poids est reconnu comme tel, la malposition prothétique, varus, défaut de pente, inclinaison oblique, un défaut de cimentation, là j'ai un doute, je ne sais plus, un ou l'autre. L'instabilité, c'est un problème majeur. L'instabilité va créer une élimination du polyéthylène et va créer des facteurs de décèlement. Ça, c'est des facteurs qui sont indiscutables. La malposition, ils sont globalement liés au chirurgien. Problème d'instabilité, problème de malposition. Donc, une des premières causes de décèlement de prothèse de genou, elle est quand même liée à la façon dont on a mis la prothèse. Vous voyez, ce plateau tibial, il n'a pas été mis en varus comme ça, mais dans ce cas-là, il y avait une instabilité ligamentaire et progressivement, le plateau a basculé. Cette instabilité, c'est vraiment un problème majeur, le problème de l'instabilité à moyenne flexion. Moi, c'est quelque chose que j'ai eu du mal à comprendre, il m'a fallu un petit moment, où le genou est bien tendu en extension et quand on se met en début de flexion, les ligaments sont détendus, ce qui crée une laxité qui va entraîner du jeu sur le polyéthylène et de l'usure de celui-ci. C'est vraiment quelque chose à regarder chez quelqu'un qui a une sensation d'instabilité et quand on a fait l'examen qu'en extension complète, on n'est pas surpris par le résultat et quand on a une flexion à 30, on commence à comprendre cette laxité qui apparaît et qui est très mal vécue par le patient. Parfois, le diagnostic radiologique peut être évident. Voilà. Je pense qu'il n'y a pas besoin de s'attarder trop sur cette radio, qui est catastrophique, avec un implant ancien à charnière décellée. Mais parfois, ce n'est pas si évident. Là, on a aussi un exemple avec le liseré autour du carter fémoral qui est facile à identifier. Où là, on a une bascule au niveau du carter fémoral ici, avec, vous voyez, qui est enfoncé ici et qui est relevé là, avec une angulation en varus du carter. Parfois, ce n'est pas si simple. Quand on demande une radio, il faut que le rayon soit parallèle à la lampe tibiale. C'est très important. Une déviation du rayon de 3 degrés par rapport à l'interface peut masquer un liseré jusqu'à 2 mm. Donc ça, c'est très important. Il faut être très exigeant pour avoir une extension de radio de bonne qualité qui soit parallèle à la lampe tibiale. Sinon, protocole Mars, pour aller rechercher des anomalies qui ne soient pas forcément vues à la radio, mais soyez exigeants sur les radios que vous demandez, surtout sur la qualité de celle-ci. La prise en charge d'un décèlement, ça va être comme la perte de substance et augmenter les contraintes. Comme énoncé au début du topo, je m'attarderai sur la technique chirurgicale dans une prochaine session de desk pour ne pas surcharger les deux topos. L'appareil extenseur. Voilà les causes de reprise de prothèse totale au genou du symposium Sofcote de 2000. Instabilité dans 25% des cas, un quart. Douleur, décèlement, usure, ça c'est un peu un fourre-tout, il y a beaucoup de choses qui vont là-dedans, plus de la moitié des cas. Rupture de l'appareil extenseur, 21% des cas. Fracture de rotule, ligament patellaire, tendon quadricipitaire, qui sont des causes relativement fréquentes qui vont entraîner des reprises ou une nouvelle chirurgie après une prothèse de genou. L'instabilité rotulienne, bascule et translation. La translation, elle est évidente à voir et puis c'est facile à l'examen. La bascule, c'est un peu moins vrai. Vous voyez, dans le cas de cette patiente, ici, elle avait vraiment une bascule importante et quand elle se mettait en flexion, il y avait une saillie de l'aileron externe qu'on voyait chez cette patiente qui était très mince et qui venait faire conflit. Il y avait un conflit antérieur il y avait un conflit entre l'os et le carter ici, et il y avait une hypertension au niveau des tissus lorsqu'elle se mettait en flexion qui était très douloureuse, donc il a fallu la reprendre pour retailler la rotule et la remettre à sa place. Dans le cas de cette translation, j'ai rajouté un MPFL à cette chirurgie qui a permis de stabiliser la rotule. C'est souvent associé à des défauts de rotation du composant fémoral, et ça c'est Yann Victor qui l'a montré dans la RCO en 2009. Si on a la rotation interne qui est trop importante par rapport à l'axe biépicondylien derrière, on va entraîner des contraintes trop importantes au niveau de l'appareil extenseur. Au début, ça va être une simple transaction, puis une luxation, plus des luxations complètes, ou des failles de l'implant patellaire qui, à force de se luxer, va se délaminer et va se casser. Les douleurs, les rotules non prothésées, ça c'est un sujet qui fait toujours polémique, toujours discussion. 10% des rotules non resurfacées justifient une implantation secondaire à raison des douleurs.
Ce qu'on ne dit pas dans l'article, c'est que les gens qui ont fait l'implantation secondaire n'auront pas forcément mieux après. Moi, j'ai pris le parti de resurfacer dans tous les cas les rotules, parce que je pense que c'est un petit geste additionnel et que depuis que je fais ça, je n'ai plus d'argument pour y retourner pour faire un resurfaçage secondaire. Je n'ai pas d'argument scientifique fort pour ça, mais c'est la politique que j'utilise à l'heure actuelle. Bien regarder la rotation du carter fémoral, qui est une cause fréquente de douleurs antérieures. Certains auteurs vont jusqu'à dire qu'il faut reprendre les carters fémoraux à partir de 5 degrés de rotation interne. Reprendre pour un problème de rotation, c'est vraiment difficile techniquement. Je ne suis pas aussi catégorique. Je n'ai jamais été confronté à un patient qui avait un problème de douleur antérieure, rien qu'avec le seul argument de la rotation interne du carter fémoral. Et je ne sais pas si je serais aussi à l'aise que ça à aller proposer une reprise chirurgicale pour 5 degrés de rotation interne. Ça reste à discuter. Ce qui est par contre relativement fréquent, c'est ça. C'est le conflit entre la facette externe de la rotule et le carter fémoral. Ça m'arrive, je vais dire fréquemment, mais ça m'arrive d'avoir des indications de patelectomie secondaire. Ça, la scintigraphie est couplée au scanner, on voit la fixation qui est très nettement ici. C'est un petit geste chirurgical qui permet de lever vraiment un certain nombre de souffrances chez les patients. Clunk syndrome. Le Clunk syndrome, c'est une cicatrice fibreuse qui se fait au-dessus de la rotule et qui va gêner l'engagement de la rotule. Ça fait un clunk, comme son nom l'indique. Ça crée des blocages douloureux qui servent à l'extension, c'est une début de flexion que ça apparaît. Que la rotule soit prothésée ou non. Les facteurs qui expliquent ça, c'est un médaillon trop proximal, une mauvaise courtulienne ou une anomalie de la hauteur de l'interligne. En fait, toutes les modifications entre la hauteur du fémur et la hauteur de la rotule peuvent entraîner ça. On le diagnostique par... Allez-y, tendez. Pliez. Pliez à fond. Vous allez l'entendre là. Tendez. Je ne sais pas si vous l'avez entendu. Je remets. Tendez. Pliez. Pliez à fond. Maintenant, tendez. Le patient identifie le claquement et le radiologue peut voir. Vous avez la rotule ici, le carter fémoral là, et vous allez voir une masse ici tissulaire qui va se piéger à l'intérieur. Au moment de la flexion-extension. Clac. Je remontre. Le ressaut ici. Encore une fois. Clac. Le nettoyage arthroscopique, changement du médaillon rotulien, c'est les possibilités thérapeutiques dans ce genre de situation. Surdimensionnement des implants, c'est parfois pas très net sur la partie sur la coupe antéro-postérieure, par contre en postérieur, sur la coupe de profil, on voit clairement un implant qui fait saillie et un offset postérieur qui est trop augmenté. Ça leur fait très mal, il faut leur changer la prothèse. Il n'y a pas de discussion. Le problème des conflits os-implants, c'est surtout vrai dans les reprises, avec des quilles qui sont parfois un peu longues, qui créent un peu de jeu et qui vont créer un contact cortical qui va se traduire à la scintigraphie par une hyperfixation. Et ça, c'est souvent qu'il faut les reprendre parce que les patients ont mal, et c'est souvent compliqué techniquement parce que la prothèse est bien scellée. Et là, parfois, on peut s'amuser un petit peu pour arriver à régler le problème. Le problème de la raideur après les prothèses. Toute prothèse de genou ayant plus de 10 degrés de déficit d'extension ou 95 réflexions à 6 semaines post-op peut être considérée comme raide. 5% des cas, selon qui, je crois que c'est l'article du corps, il faut savoir rechercher l'étiologie. Regardez bien vos radios de profil pour les débords de prothèses. Infection, algodystrophie, corps étranger, PTG trop grande. Le simple fait de dire que la rééducation n'a pas été assez bonne n'est pas acceptable à ce stade de l'analyse. Dans l'ordre de la raideur, mobilisation pour la prise en charge dans les 6 semaines post-opératoires. Arthrolyse arthroscopique entre 3 et 6 mois. Attention, ça c'est difficile à faire. Arthrolyse à ciel ouvert au bout de 6 mois. Et en cas d'échec d'arthroscopie. Ça, je pense que cet algorithme-là de société française d'arthroscopie il est assez facile à retenir et assez adapté. Mais parfois, il y a tout. Vous avez un décèlement, une pente inversée, une prothèse que je qualifierais de bizarre, une quille qui vient taper sur la quille externe, un problème de rotule et un conflit os-carter fémoral. Donc là, il faut tout changer.
dans tous ces problèmes de prothèse, ou que ce soit dans les surdimensionnements. Changer la prothèse, combler la perte de substance, augmenter les contraintes, éviter les conflits. Ça, j'y reviendrai l'année prochaine sur une session dédiée vraiment à la prise en charge thérapeutique. Quelques messages à retenir. La douleur est un symptôme. Il faut savoir faire un diagnostic étiologique. Pourquoi il y a un problème? Pas de diagnostic, pas de traitement. Je pense vraiment que c'est important de ne pas opérer, de ne pas faire une reprise de genou si on ne sait pas quel est le problème qui amène à cette reprise. Je me permets d'insister sur la diapositive qui est la conférence d'enseignement de Simon Marmor de la Softcote il y a, peut-être une dizaine d'années, sur les facteurs de risque infectieux liés à sa chirurgie, à savoir qui faut-il opérer, qui ne faut-il pas opérer. Je vous conseille de la lire plusieurs fois, elle est fondamentale à mes yeux. Et je pense que des gens qui ont un BMI au-dessus de 35 ne sont pas redevables à une prothèse totale de genou et qu'il faut d'abord qu'il y ait une prise en charge nutritionnelle, qu'on arrive à normaliser tous leurs facteurs et ensuite on discutera des prothèses de genou s'ils ont encore mal au genou. Attention aux reprises de PTG qui ont un succès limité. Plus de 50% des patients présenteront une amélioration spontanée à 5 ans de leur problématique de genou. Les facteurs de bon pronostic sont faire après un intervalle libre, et quand on a une taille d'implant qui est excessive, là on a vraiment le problème du surdimensionnement, on leur fait vraiment du bien aux gens. Parfois il faut savoir attendre, c'est compliqué, c'est pour ça que souvent on a des deuxièmes avis qui viennent d'ailleurs et que les nôtres vont voir ailleurs, et qu'il faut savoir être patient et bien analyser les choses. Je vous remercie. Étienne, c'est nous qui te remercions. Tu as dit des choses au départ qui sont le témoignage que tu connais parfaitement ce sujet et je les souligne parce que c'est rare qu'on les utilise dans un topo. Tu as utilisé le terme d'empathie et de confraternité. On sait ce que ça veut dire, il ne faut pas tirer sur les ambulances et notre collègue peut se tromper comme nous, on peut se tromper. Et l'empathie, en effet, ce sont des gens qui arrivent un peu entraînant leurs mauvais résultats qui sont un petit peu difficiles à gérer. Je vais commencer par poser une première question. Dans les patients qui ont des prothèses laxes, qui ont une laxité que l'on met très bien en évidence, donc ils peuvent se plaindre d'instabilité, qui est un symptôme fonctionnel, et ils peuvent se plaindre de phénomènes douloureux. D'après toi, quel est l'élément anatomique qui va expliquer ces phénomènes douloureux? Je pense que c'est la tension sur le ligament latéral interne. Le valgus, la décoaptation valgus à la marche, leur met en tension le ligament latéral interne et c'est assez douloureux. Pour avoir la chance de faire aussi de la traumatologie sportive, la plupart des gens qui sont symptomatiques pendant un petit moment après de l'action sportive, c'est ceux qui ont eu un problème au niveau du LLI. Vous avez le nerf saphène qui passe par là, c'est une zone qui est très innervée, sur une nappe fibreuse. Mon idée à moi, mais je n'ai pas creusé le sujet, c'est vraiment que c'est le ligament latéral interne qui se met en tension. C'est le premier point. Et le deuxième point, il est d'ordre psychologico-mental, je dirais. C'est-à-dire que le claquement ne doit pas être forcément douloureux, mais créer une sensation de phénomène qui n'est pas optimale, qui, à mon avis, doit amplifier le ressenti douloureux du patient. C'est ce claquement qu'ils entendent, même si on a beau leur expliquer que c'est probablement rien, c'est très 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 gênant et je peux comprendre que ce soit gênant chez quelqu'un, même chez les gens qui ne sont pas forcément anxieux, ça doit les perturber d'entendre ça. D'accord. Est-ce que tu irais ou est-ce que tu es allé jusqu'à faire des tests diagnostiques, c'est-à-dire infiltrer cette zone du ligament collatéral médial et puis voir si le patient se sentait mieux, ce qui pourrait être une espèce de certitude de diagnostic? Alors, je ne l'ai pas fait dans ces exemples-là, je suis très friand de ça. Je fais beaucoup travailler les radiologues qui font des infiltrations, notamment quand il y a des endroits où j'ai des impressions de conflit. On voit parfois des ostéophytes qui restent sur les plateaux tibiaux externes, chez les gens qui font des voies d'abord très minimales invasives, avec quelqu'un qui n'a pas pu avoir l'abord sur toute la zone, des ostéophytes qui restent antérolatéraux, qui viennent frotter sur le fascia lata. Ça, je l'ai fait infiltrer par le radiologue. Si le patient est vraiment amélioré avec ça, eh je fais l'ablation de l'ostéophyte à distance. Moi, je suis très très prudent sur les indications. Il faut vraiment que je sois vraiment convaincu avant de pouvoir les retoucher. Oui, on a bien compris que la prochaine fois, tu parleras de la technique et bien sûr même des indications. Il ne faut pas embarquer les gens
qui ont une petite douleur dans des régions qui peuvent être d'ailleurs qui peuvent mal se passer avec des difficultés techniques, ce qui fait qu'on n'est pas dans un cercle vicieux, on rentre dans un cercle vicieux. Posez vos questions, il suffit de désactiver le son de votre ordinateur et de poser la question à Étienne Cavaignac. Est-ce qu'il est intéressant de vérifier l'axe global du patient avant-après? C'est-à-dire qu'un patient qui a été toute sa vie en varus, ou en bon varus ou en bon valgus, et que l'on a normo-corrigé, que l'on a mis dans le bon sens, si je puis dire, est-ce que ça peut être un facteur de douleur? C'est-à-dire ce genou était habitué à être en varus, certes, il est devenu arthrosique ou en valgus, et là on le met tout droit. On a décidé que c'était comme ça qu'il devait être. Est-ce que ça fait partie des possibilités étiologiques d'une prothèse algique? Je ne sais pas si c'est une cause à proprement parler. Ça peut être un facteur prédisposant de notre problème. Peut-être que quelqu'un qui en aura fait un grand release, il sera peut-être un petit peu instable et donc ça va être une des causes de laxité. Savoir quel type d'alignement utiliser, est-ce que celui-ci est cause ou non d'une reprise prématurée, il semble que ce ne soit pas ce qui soit démontré dans la littérature à l'heure actuelle. C'est toujours des problèmes, c'est toujours des phénomènes complexes. C'est souvent multifactoriel. Il est évident que quelqu'un qui avait un varus de 15 degrés préopératoire et quand on le remet bien droit, le ligament latéral interne, c'est compliqué pendant un certain moment. Est-ce que ça me ferait le reprendre que sur cet argument-là? Je ne sais pas, il faudrait vraiment que je sois confronté à la situation. En général, quand on a vraiment un problème d'équilibrage ligamentaire, c'est autre chose qui se manifeste avant, il y a de mesures et donc probablement des saignements qui apparaissent avant. D'accord. Est-ce qu'il y a des personnes, c'est Philippe là, oui. Est-ce qu'il y a des personnes qui, à ton avis, ne sont pas psychologiquement mûres pour recevoir une prothèse totale de genou, qui sont douloureuses et dont la rééducation est difficile? Est-ce qu'il n'y aurait pas une part psychiatrique et psychologique dans ces douleurs? Si, alors moi je suis complètement d'accord avec ça. L'équipe de la Croix-Saint-Simon a essayé de développer des questionnaires de capacité à supporter ce type de chirurgie. Nous, on a un peu tendance à banaliser parce que c'est ce qu'on fait tous les jours, mais c'est quand même assez violent comme chirurgie et il faut que le patient soit capable de comprendre ce qui va se passer, d'accepter la durée du traitement qui va être longue et la difficulté de le faire après. Ça, je suis 100% d'accord avec vous. Donc, je sais que la Croix-Saint-Simon avait développé des échelles pour essayer d'évaluer ça. Je ne me suis pas trop penché sur le sujet, et pourtant c'est vraiment un truc qui est important à mes yeux. Je pense que je vais essayer de retravailler dans le futur. Mais pour moi, c'est indéniable qu'une part non négligeable des patients que nous opérons ne sont pas prêts mentalement. Il faudrait qu'on ait un psychiatre qui nous aide dans l'hôpital, mais comme il n'arrive même pas à venir pour les urgences, je pense que pour les prothèses de genoux, ils ne vont pas nous aider. Ça dépend, si c'est moins grave, ils viendront peut-être. Ah, peut-être, oui, c'est ça. Ils ne veulent pas les vrais fous. Non, mais c'est important. C'est un point important. Il y a aussi l'entourage du patient. Dit comment, mais tu as mal, regarde le voisin qui a été opéré il y a un mois avant toi, mais il court alors que toi tu n'avances pas. C'est vrai que c'est important. Posez vos questions. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, professeur Etienne, et merci beaucoup pour la présentation. J'ai énormément appris. Et j'ai eu une question par rapport à l'offset postérieur. Ouais. Comment ça se passe? Comment ça, c'est responsable de douleur? Et surtout, en posant un peu quels sont les trucs, astuces qu'on doit faire pour éviter d'avoir un offset postérieur qui va entraîner des douleurs après. Et vraiment, sur la chronologie, à quel moment on peut commencer à avoir des douleurs? Comment on fait pour le diagnostiquer? Comment éviter ça? Alors, comment on fait pour le diagnostiquer? Il faut avoir une radio pré-op, post-op, mesurer de combien est le débord postérieur entre avant et après l'opération. Je vais vous montrer la slide. C'est celle-ci. Donc, on mesure la distance entre la corticale postérieure et le postérieur du condyle, avant, après. On fait pour l'éviter. Sans l'ostéophyte, hein? Sans l'ostéophyte, oui. Comment on fait pour l'éviter? C'était surtout fréquent dans certains types de prothèses. On n'a pas trop de moyens de l'éviter.
Quand on est entre deux tailles pour un carter fémoral, je pense qu'il faut savoir prendre celui qui est en dessous. Alors avoir plus de choses. C'est surtout de certains modèles de prothèses qui étaient très massifs, qui expliquaient ce genre de problématiques. Mon message était surtout, quand vous voyez des gens à la consultation qui ont une radio comme celle-ci et qu'ils n'arrivent pas à avoir plus de 90 degrés de flexion parce qu'ils ont mal, on peut leur faire 15 ans de rééducation. Le problème, il est que les ligaments, quand on se met en flexion ici, l'espace n'est pas symétrique, ils deviennent trop tendus, ça leur fait mal. Donc ça va nécessiter une chirurgie de changement prothétique. Okay. Et par rapport également, bon, ça c'est plutôt un constat, ce que vous avez dit sur la planification avant d'opérer. J'ai également noté que les patients qui ne vont pas très bien, quand on les opère après et qui vont super bien, on a un meilleur résultat, contrairement aux patients qui sont vraiment en forme, qui sont bien, qui ont une petite arthrose. Et voilà, chirurgical bien sûr, et quand on les opère, elles se plaignent toujours, quoi. J'ai toujours mal, il reste encore un peu de douleur. Ça, c'est un constat quand même que j'ai également noté. Ah oui, on ne peut pas améliorer quelqu'un qui va bien. Voilà. Qui va à peu près bien, il ne faut pas les opérer. C'est ça. Donc, dans l'ensemble, merci beaucoup. Et bon, une question qui est à côté, qui n'est pas par rapport à la douleur. Quelle est ta philosophie un peu sur l'alignement cinématique, l'alignement mécanique? Moi, je suis encore très, comment dire, classique. Conservateur. Je mets un tibia à 90 degrés et je mets un petit peu de varus dans le fémur, un petit peu de valgus dans le fémur quand il y a du valgus, du varus, mais je n'ai pas encore passé le cap de tout ça. Et je pense, mon opinion, voilà, justement, c'est que le seul point déterminant qui est important d'une prothèse de genou, c'est son indication. Il faut opérer les gens qui vont très mal. Quand quelqu'un qui va vraiment pas bien, on lui améliore les choses. Les gens qui viennent te voir, parce que moi j'ai cette patientèle-là aussi, parce que j'opère beaucoup de sportifs, qui viennent te voir en te disant quand je cours plus de 40 km, j'ai mal au genou, il me faut une prothèse. Bon, ben lui, ça ne marchera pas. Ces gens-là, il ne faut pas les opérer. Étienne, est-ce que tu me permets de poursuivre la question qui t'a été posée? Tu as quelqu'un qui est un obèse et qui est en valgus, parce que ce valgus l'aide à lutter contre les contraintes varisantes. Tu vas le mettre normo-axé ou tu le laisses en valgus? Alors, s'il est obèse à plus de 35, je ne l'opérerai pas. Et s'il est en valgus, moi, je vais mettre le tibia à 90. Et au lieu de mettre, s'il a un HKS qui est par exemple à 5 degrés, je lui mettrai à 7 pour avoir 2 degrés de valgus. Mais je ne vais pas aller. Tu gardes un peu de valgus. Et pourquoi tu n'opères pas les plus de 35? Parce qu'ils sont déjà malheureux, tu vas leur rajouter à leur malheur. Là. Tu vas les clouer dans leur fauteuil. Parce que je pense que dans l'ordre des choses, il faut d'abord s'occuper de tout le problème métabolique qui est autour de la prothèse avant de s'occuper de la prothèse. Ça a été bien montré que les facteurs de risque étaient plus importants de complications. Et je pense plusieurs choses. Quand on a un BMI à 35, on a un état métabolique qui n'est pas vraiment adapté à avoir un stress chirurgical. Il faut s'occuper de ça. Il faut s'occuper de tous les autres organes qui doivent souffrir beaucoup plus que le genou. Et deuxième chose, qui va un peu loin dans le raisonnement, je pense que quand on a un BMI à 35, c'est que je ne suis pas sûr qu'on soit apte à aller endurer une rééducation de 3-6 mois, qu'on soit capable de faire les efforts nécessaires pour arriver à se remettre en forme. Voilà. J'entends tous les gens qui ont des problématiques de thyroïde qu'on voit à la consultation et toutes les dames qui ont dû beaucoup souffrir de ces problèmes de thyroïde, mais je pense que quand on arrive à 35-40 de BMI, c'est que quelque part, il y a quelque chose qu'on n'arrive pas à faire avec son corps et qu'on n'a pas besoin d'une prothèse de genou. Bon. D'autres questions? Une question par là. Il m'est arrivé des fois d'avoir des prothèses du genou chez qui j'ai une suspicion d'infection et je fais ma ponction, je ne trouve pas de germe. Alors qu'on a fait une bonne fenêtre thérapeutique, une fenêtre d'antibio de 2 à 3 semaines. C'est des gens, bien sûr, qui te parachutent à la consultation, tu n'as pas opéré, tu ne sais pas ce qui s'est passé. Mais dans l'interrogatoire, on pousse, on n'arrive pas à avoir la confirmation de l'infection. Qu'est-ce qu'il faut faire dans des situations pareilles? Alors moi, dans des situations comme ça, je demande au cryoac ce qu'il en pense et je suis l'avis des infectiologues. Je n'ai jamais été trop confronté à ce genre de problématique. Heureusement, je n'ai pas de cryoac, moi. À Bamako, je n'ai pas de cryoac. Oui, mais tu arrives à me parler à moi. Donc tu peux aller à un infectiologue aussi. Effectivement. Souvent, on prend des avis, mais voilà, on essaie de prendre les avis d'infection. On a des infectiologues, on essaie de dissocier l'infectiologue avec le biologiste.
souvent on est dans des impasses comme ça. Et souvent le problème c'est que on n'a pas facilement la main d'aller opérer le patient, de faire des prélèvements in situ. Donc, mais si on est obligé, on y va. Il existe aussi des aiguilles qui sont un peu plus larges que des aiguilles de ponction qui permettent d'aller prendre un petit morceau de tissu mou. Ça peut être une solution pour faire une nappate. La nappate, c'est essentiel. C'est essentiel, la nappate. Ça te donnera la solution. La nappate, il est sûr qu'il y a ou non une infection, ce qui n'est pas le cas du bactériau. Deux petites réflexions différentes. Une réflexion clinique. Dès à l'interrogatoire, il faut faire raconter aux patients comment s'est passée la cicatrisation. Quand ils ont eu un incident cicatriciel qui a traîné, qu'ils ont oublié d'ailleurs, on peut le voir d'ailleurs sur la cicatrice, ça sent un petit peu l'infection. Deuxièmement, au point de vue des prélèvements bactériologiques, il faut prévenir le laboratoire pour notre collègue de Bamako et leur dire qu'ils les gardent un petit peu long. Il y en a qui poussent très lentement. L'épidermitis pousse lentement et le propionine, même si c'est plutôt pour le haut, mais le propionine Bacterium acnes, il pousse au bout de 3-4 semaines. Il faut les avertir parce qu'eux, ils donnent la réponse au bout de 3 jours, après, hop, ils jettent les prélèvements. Voilà, c'est un petit truc, mais je vois que vous le savez parce que vous souriez. Oui, bien sûr, bien sûr. Merci beaucoup. Et alors, donc, demain, tu t'en vas et tu reviens. Philippe Chiron, c'est l'heure du punch coco pour toi, non, peut-être hein?